Voilà. Et ben, Jean-Rémy, je te passe la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Rémy Conti, je suis en deuxième année de doctorat à Télécom Paris et Idemia, qui est une entreprise de biométrie. C'est une thèse de CIF. Et ma thèse porte sur la fairness en reconnaissance spatiale. Si, moi je me suis présenté tout à l'heure et tout le monde, je crois que tout le monde le connaît. Donc, vas-y, je te laisse. Alors, du coup, je vais vous présenter un travail sur la mitigation des biais de genre de hommes-femmes dans la reconnaissance spatiale. C'est un travail qui a été fait en 2002. Désolé. Donc, la reconnaissance faciale, il y a plein d'applications industrielles à l'heure actuelle. Il y a tout ce qui est contrôle d'accès aux frontières ou sortie de l'aéroport ou des choses comme ça. Il y a tout ce qui est vérification d'identité tel que le déverrouillage de smartphone par la reconnaissance faciale. L'identification de suspects sur les scènes et puis tout ce qui est tag automatique d'identité sur les réseaux sociaux. Il se trouve que toutes ces technologies qui sont largement déployées dans le monde sont biaisées par rapport à plein de facteurs tels que l'ethnie, le genre, l'âge et puis d'autres paramètres. Et donc, il y a plein de causes qui peuvent expliquer ces biais, mais c'est difficile de les trouver. C'est un problème intéressant. Et puis, en général, l'équité, c'est quand même un sujet qui est populaire en machine learning. Donc, ça va être en trois parties. D'abord, je vais vous présenter une petite introduction à la reconnaissance faciale. Je me suis rendu compte que c'était pas le bon. Là, vous entendrez mieux, je pense. On entend mieux, ouais. Ouais. Est-ce que je recommence? C'était le micro de mon ordinateur au lieu du micro de. Voilà. Je recommence ou. Non, moi, je pense que vous avez entendu, c'est bon? Oui, c'était C'est assez bon, clair. c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, ça va être en trois parties. D'abord, je vais faire une petite introduction sur la reconnaissance faciale. Ensuite, comment mesurer l'équité. C'est le problème d'établir une mesure. Donc, c'est un problème qui est complexe. Et puis enfin, un problème plus particulier qui est comment mitiger ou réduire les biais de genre homme-femme en reconnaissance faciale. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Donc, il y a deux cas d'usage en reconnaissance faciale généralement. Il y a d'abord la vérification. Donc là, on imagine qu'il y a deux images qui sont en entrée. Et puis, pour ces deux images-là, on essaie de trouver si c'est la même identité ou pas. Et donc, pour ça, on extrait donc des features, des vecteurs qui représentent dans un espace latent chaque image. Et on va comparer dans cet espace latent pour savoir si les deux images sont de la même identité ou pas. Et cet extracteur de features va être entraîné par un jeu d'entraînement au préalable. Donc ça, c'est vraiment une input à deux images. Et puis ensuite, on a l'identification de visage, où là, on a une seule input, un seul visage. Et on va comparer cette photo avec une galerie qu'on aura établie au préalable pour savoir si cette image est présente dans cette galerie. Donc là, c'est plus des cas d'usage de type repérage de suspects dans une liste de criminels ou des choses comme ça. Là, dans ce talk et puis dans la thèse en général que je fais, c'est plus le premier cas qui nous intéresse. Donc là, c'est des cas d'usage où on va plutôt avoir le déverrouillage de smartphone. Donc, on a une photo qui a déjà été enregistrée au préalable. Et puis là, bam, on prend une nouvelle photo et on essaie de comparer si c'est la même. Et puis, c'est aussi tout ce qui est contrôle aux frontières où, par exemple, on va avoir une photo qui va être prise en live par un appareil photo et qui va être matchée avec une photo du passeport. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cas d'usage qui va nous intéresser, donc la vérification de visage. Et donc, comment faire pour entraîner cet extracteur de features. Donc déjà, avant toute chose, il y a une phase préliminaire de pré-processing qui est importante. Il y a d'abord sur une large photo où il y a un individu qui est dessus, il faut déjà arriver à détecter le visage. Donc, il y a une box qui apparaît autour du visage. Et puis ensuite, on a la box, il faut arriver à aligner le visage, c'est ce qu'on fait. Donc, on va uniformiser la position des yeux, du nez et de la bouche pour que toutes les photos aient à peu près le même repère dans la photo. Et une fois qu'on a ça, on a pré-processé les images et donc intervient vraiment la partie extraction de features, où à partir d'une image, on va essayer de trouver quel est le vecteur latent associé. Et ce vecteur latent doit arriver à contenir l'information d'identité. Et donc, comment on fait ça? Cet extracteur de features, depuis 2014, c'est un CNN. Et donc, l'idée générale de la tâche que ce CNN doit produire, c'est faire en sorte que les représentations latentes, donc tous les vecteurs Z qui correspondent à une même identité, soient le plus proche possible dans l'espace latent.
et à contrario, les images appartenant à d'autres identités être le plus loin possible. Et donc, pour pouvoir produire ça, on a plusieurs ingrédients tels que le jeu d'entraînement qui va permettre d'entraîner le dataset, le CNN, l'architecture du réseau et puis la fonction de perte qui va permettre d'entraîner le CNN. Donc là, dans ce talk, je considère que déjà toutes les images ont été préprocessées, qu'on a déjà les visages qui sont zoomés dessus. Et donc, toute l'idée, c'est comment extraire donc, les bons features. Donc, pour l'entraînement d'abord, voilà comment ça se passe. Donc, on a en fait d'abord des images en input à gauche. On a un gros dataset d'images qui est labellisé en identité. Chaque image va être envoyée dans un CNN et à la fin du CNN, on aura un vecteur latent de dimension D. Et la particularité de la reconnaissance faciale, c'est que ces vecteurs-là vont être renormalisés. C'est-à-dire que leur norme en dimension D, leur norme 2 sera égale à 1. Et donc, ils appartiendront à une hypersphère de grande dimension. Et donc, chaque point qu'on voit ici sur l'hypersphère correspond à une des images du dataset d'entraînement. L'idée, c'est qu'en fait, on veut arriver à regrouper, à clusteriser les images par identité pour pouvoir dire à la fin, deux images sont proches dans l'espace latent, donc c'est la même identité. Et donc, on va avoir, par exemple, ici un cluster rouge qui correspond à une des identités et un cluster bleu qui correspond à une autre identité. Et donc, une fois qu'on a ça, comment on fait, en fait, explicitement pour forcer les images dans l'espace latent à être regroupées sous forme de cluster? Eh bien, par-dessus le CNN, on rajoute une couche fully connected où il y aura des paramètres de centre, des centroïdes, qui sont ici illustrés par les barres bleues et rouges, qui sont des vecteurs normalisés quoi, sur l'hypersphère. Et on va essayer de comparer les distances entre les images, donc les points sur l'hypersphère, et ce centre. Donc là, par exemple, il y a une loss classique, on va dire basique de reconnaissance faciale sur laquelle tout se base maintenant. Donc l'idée, c'est qu'on a n images dans le dataset d'entraînement, c'est une cross-entropie. On a ici un softmax. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur du softmax, c'est que chaque image I est transformée en un point de l'hypersphère qui devient XI, qui est un vecteur XI sur l'hypersphère. Et on va comparer ce XI avec tous les centroïdes de chacune des classes et donc chacune des identités. Donc là, il y en a deux qui sont illustrés sur le dessin, mais il peut y en avoir beaucoup, beaucoup plus dans un jeu d'entraînement habituel. Et donc, on va comparer le XI et les MUK, qui sont tous les centroïdes associés à l'identité K. Et on veut que les XI et les centroïdes sont normalisés. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. J'ai une question. Juste, pourquoi tu parles de vecteur latent chaque fois? C'est pour dire qu'on va dans un autre espace que l'espace des images. C'est représentation latente sur l'hypersphère, quoi, du coup. Ouais, pardon. Comment ils sont faits pour les centroïdes? Alors, les centroïdes sont appris, justement. Donc, il y a plusieurs paramètres dans cette loss qui sont appris. Il y a d'une part tous les MUK, donc par minimisation de la loss, et d'autre part tout ce qui produit XI à partir de l'image, c'est-à-dire tous les poids, tous les paramètres du CNN. C'est les deux types de paramètres qui sont appris. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au tout début, on va avoir un dataset normal. On a un CNN qui n'est pas entraîné. Donc, on va produire des vecteurs sur l'hypersphère qui sont complètement random. Et ensuite, grâce à la loss, on va essayer de minimiser cette chose-là. Donc, pour minimiser cette loss, il y a deux moyens. Il y a d'une part maximiser le numérateur. Donc, le mu YI, c'est le centroïde de la bonne identité. C'est celui où on aimerait que ça colle bien. Et donc, maximiser le numérateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer tous les points rouges le plus proche possible du centre et donc du bâton rouge. Et donc, on va avoir une double optimisation. C'est d'une part, on cherche à faire que les XI se rapprochent autour de ce centroïde-là, mais aussi le centroïde, on va essayer par des centres de gradient, de le faire se rapprocher du centre. Donc, il y a ça. Et la deuxième partie, c'est minimiser le dénominateur. Et donc, ça va être, en gros, minimiser tout ce qui est les MUK scalaires XI. Et donc, ça veut dire que tous les autres classes, on veut que l'angle entre le XI et les autres clusters soit le plus grand possible. Donc voilà, et kappa, c'est un paramètre qui est hyperparamètre positif de renormalisation parce que on a deux vecteurs de norme 1 et kappa est là pour
pour changer la chose. Donc, on a un hyperparamètre qui est kappa, et puis ensuite, tous les poids du CNN qui sont appris, et les MUCA, tous les centroïdes qui sont appris. Et l'idée générale, c'est qu'à la fin, on obtienne des clusters par identité, et que tous ces clusters soient le plus serrés possible et éloignés des autres. Ce qui peut être compliqué parce qu'on a potentiellement des millions d'identités, mais l'hypersphère qu'on considère généralement est en dimension 512, et donc il y a quand même pas mal d'espace à couvrir dedans, quoi. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. Et donc là, maintenant, on imagine qu'on a un CNN qui est entraîné disponible et qu'on aimerait évaluer. Et comment on évalue du coup ce CNN maintenant? Ben là, par exemple, on prend un dataset d'évaluation. Et donc, il y a plein d'images et on considère à chaque fois, comme c'est la vérification, toutes les paires d'images possibles. Et donc là, par exemple, on a une paire où c'est la même personne. On va trouver les vecteurs donc, sur cette hypersphère, U et V, et on va calculer leur similarité via une similarité qui est analogue à celle qu'il y a pour la partie entraînement, et qui est du coup la similarité cosinus. Donc en fait, c'est juste le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et donc, il y a deux cas possibles, c'est qu'on va fixer un seuil T, tel que quand ce score de similarité est au-dessus, l'algorithme va dire « Ah, ces deux photos appartiennent à la même identité ». Donc, c'est des paires genuines. Et si jamais on est en dessous, on va dire que c'est des identités distinctes, c'est des paires imposteurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une classification qui est binaire, donc genuine, imposteur. Mais contrairement aux classifications binaires usuelles en machine learning, on n'a pas une seule input, on a deux photos en input. C'est la particularité de la chose. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, ça dépend vachement du seuil T, qui peut être pris de façon arbitraire. On va voir ensuite comment déterminer ce seuil T pour avoir... Tu peux pas te retrouver dans le cas où tes deux visages sont si proches qu'en fait, tu ne saches pas déterminer à quelle personne appartient la photo, ou ça n'arrive pas. Deux visages qui sont si proches. Tu peux avoir deux photos. Là, tu as une femme blonde avec des cheveux blonds et un homme qui a des cheveux courts. Forcément, j'imagine que les vecteurs vont être assez bons. J'imagine que tu as mis deux photos assez similaires. Ça va être assez proche. Et que, effectivement, la nouvelle photo que tu présentes, pour savoir si c'est l'un ou l'autre, finalement, on ne saura pas. Les deux, et que la décision soit beaucoup plus difficile. Je vais la présenter juste après. Là. Ça va être les deux erreurs possibles, justement. Elles sont là. C'est des erreurs-là. Donc, la première, c'est ce dont tu parles. C'est tout ce qui est faux positif. Donc, c'est quand il y a deux visages qui sont d'identités distinctes, qui sont si proches que leur score, du coup, est au-dessus de T. Et du coup, l'algorithme prédit que ces deux visages appartiennent à la même identité. Ça, c'est le premier type d'erreur qu'on peut voir en reconnaissance faciale. Et donc, c'est caractérisé par un taux d'erreur qui s'appelle le taux de fausse acceptance, mais qui est aussi le taux de faux positif, quoi. C'est un autre nom qu'on donne en reconnaissance faciale. Donc, FAR de T, False Acceptance Rate, qui dépend du coup de seuil T. À ce seuil T-là, je vais avoir un certain nombre de faux positifs. Et puis après, j'ai la même chose pour les faux négatifs, où cette fois-ci, je vais peut-être avoir deux photos de la même identité qui sont suffisamment loin, que leur score va être inférieur au seuil T. Et du coup, l'algorithme va dire, ah, c'est la mauvaise identité, enfin, c'est pas la même identité. Donc, ce qui se passe, c'est que si je prends un dataset d'évaluation avec plein d'images, je vais pouvoir considérer plein de paires possibles. Et pour chacune des paires, je vais calculer le score de similarité. Et je peux afficher la distribution de tous ces scores-là sur un énorme dataset, tous les scores de toutes les paires. Donc, il y aura deux parties. Il y aura la partie genuine, donc c'est tous les scores d'images de même identité. Et la partie imposteur, c'est tous les scores d'images qui correspondent à des paires d'identités distinctes. Et donc, ce qu'on espère évidemment, c'est que les scores imposteurs, comme c'est des scores qu'on aimerait qu'ils soient le plus faibles possible, on aimerait que la courbe imposteur soit plus à gauche que la courbe genuine. Donc ça, c'est le premier truc qu'on espère. Ensuite, on a dit, on fixe un seuil T, donc c'est la partie en pointillé. Et tout ce qui est au-dessus, on va dire que c'est un match, c'est considéré comme la même identité. Et tout ce qui est en dessous, on va considérer que c'est pas la même identité. Et en faisant ça, du fait qu'il y ait toujours un overlap entre les distributions imposteurs et genuines, on va créer deux types d'erreurs. Donc, c'est les deux types d'erreurs qui sont présentés juste au-dessus. C'est donc les faux positifs qui sont représentés ici sur la partie orange. Et donc, dans ce cas-là, là, il y a écrit FPR, mais la vraie notation, c'est FAR. Et du coup, le FAR, ça va être la proportion de orange par rapport à toute la
la courbe imposteur. Et puis ensuite, on aura les FRR, qui seront du coup la proportion de bleu clair parmi tous les genuines. Donc, on a deux types d'erreurs différents. On aimerait les minimiser tous les deux, évidemment, qui dépendent énormément d'un seuil T qui peut être pour l'instant arbitraire. Et contrairement à pas mal de domaines du machine learning, on essaye vraiment de différencier les deux, de ne pas mélanger les deux sous la forme d'une métrique qui est l'accuracy, par exemple, parce que ces deux métriques correspondent à des cas d'usage qui sont très distincts. Le premier, c'est tout ce qui est, on aimerait le minimiser pour tout ce qui est cas d'usage type contrôle d'accès, sécurité, des choses comme ça. Et donc, on va vouloir vraiment minimiser cette métrique-là et pas forcément celle d'en dessous. Et la deuxième, c'est plus tout ce qui est déverrouillage de smartphone, où on veut que l'utilisateur ne répète pas plusieurs fois le déverrouillage et qu'à chaque fois ça marche pas, et qu'à un moment ça déverrouille. Donc, c'est plus un problème de type confort utilisateur. Donc, on a deux métriques différentes et donc on aimerait les minimiser. Ça dépendra du cas d'usage chacune et elles dépendent d'un score T qui est arbitraire. Alors maintenant, comment on fait pour choisir ce score T, ce seuil T en pratique? Eh bien, on le fixe tel que, en fait, il obtienne un certain niveau alpha pour la métrique phare de T. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je trouve le seuil T tel que mon niveau de fausse acceptance, donc de sécurité, vaut alpha. Et une fois que j'ai trouvé ce seuil T-là, je calcule l'autre métrique, qui est la métrique de faux rejet, à ce seuil-là, ce qu'on voit en rouge. Donc, la notation canonique, c'est les faux rejets au seuil tel que j'ai un taux de fausse acceptance qui vaut alpha. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fixe, bon, généralement, les alphas, c'est tout le temps des puissances de 10. Et par exemple, si ça vaut 10 puissance moins 6, ça veut dire que je fixe le seuil T tel que, en moyenne, une personne sur 1 million pourra usurper l'identité de quelqu'un. Et à ce seuil-là, je regarde quel est le confort utilisateur, combien de fois quelqu'un va devoir répéter en moyenne, combien d'erreurs il y aura pour deux photos du même individu. Donc en fait, cette métrique-là, elle est des notations un peu bizarres, mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est uniquement, c'est la ROC, en fait, c'est la courbe ROC classique. Alors quasiment à un détail près, l'axe des X, c'est comme en machine learning en général, c'est le taux de faux positif. Donc le FAR, c'est la même chose. Par contre, l'ordonnée, en reconnaissance faciale, ça change un peu. On fait 1 moins l'ordonnée classique de la courbe ROC. Et donc, au lieu de vouloir que les courbes soient le plus haut possible, eh bien, c'est l'inverse, on veut qu'elles soient le plus basse possible. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux algorithmes qui correspondent, donc la courbe rose et la courbe bleue. Donc évidemment, l'algorithme rose est meilleur que l'algorithme bleu. Et donc, la métrique précédente canonique d'évaluation, c'est je fixe une abscisse qui vaut alpha et je regarde sur la courbe ROC que vaut l'ordonnée. Voilà, donc c'est vraiment la métrique canonique d'évaluation. Et donc, plutôt que de plotter la courbe ROC à chaque fois, on regarde plutôt à des niveaux de fausse acceptance distincts, des 10 puissance quelque chose. On regarde que valent la métrique faux rejet. Et le fait qu'on ait des niveaux distincts, ça permet d'avoir des cas d'usage différents suivant le niveau de sécurité qu'on accepte ou pas pour l'algorithme. Donc ça, c'était pour la partie pure performance. Et c'est donc cette métrique-là en rouge qui sert d'évaluation canonique. Donc ça, c'est pour la reconnaissance faciale en général. Et puis maintenant, je vais présenter le problème des biais. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que on a plein d'algorithmes de reconnaissance faciale et on cherche à savoir si leur performance est uniforme, on va dire en moyenne, parmi la population. Est-ce qu'il existe des sous-groupes de la population pour lesquels on a des performances qui sont toujours meilleures, toujours moins bonnes? C'est l'idée. Et donc pour ça, on peut déjà considérer ce que j'appelle G ici, qui est un ensemble de sous-groupes de la population, qui va donc par exemple considérer, on peut dire, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes. Et évidemment, on n'est pas juste restreint à ça, on peut considérer même des intersections de toutes ces catégories-là. On peut dire les jeunes femmes, les vieilles femmes, les jeunes hommes, etc. Donc, on peut avoir un ensemble de sous-groupes qui est assez conséquent. Et pour chacun de ces sous-groupes-là, par exemple petit g, on peut calculer les métriques précédentes, que j'appelle FARG et FRRG, qui sont en fait obtenues de telle sorte que on prend toutes les paires du jeu d'évaluation telles que les deux images appartiennent au même sous-groupe G. Donc, par exemple, phare homme, ce sera obtenu en prenant tout le jeu d'évaluation, on regarde que les paires homme-homme,
on retrace les mêmes histogrammes imposteurs et génuines et on calcule pour seulement les paires homme-homme que vaut le taux de faux positifs. Et donc, on peut avoir plein de métriques FARG et FRRG. On peut en avoir, en fait, sur l'ensemble des deux, il y en a 2 fois le nombre de sous-groupes. Et donc, plus il y a de sous-groupes et plus il y a énormément de métriques. Et donc, on voudrait uniformiser toutes ces métriques, faire en sorte qu'elles soient toutes égales. Et donc, c'est un problème qui peut être complexe de trouver quelle est la bonne métrique. Est-ce que déjà, on a vraiment des disparités entre celles-là? Et donc, pour voir ça, il y a un institut américain qui s'appelle le NIST, qui est à l'origine d'ailleurs du dataset classique NIST en machine learning, et qui évalue chaque année la performance des algorithmes de reconnaissance faciale de façon publique. Il y a un rapport qui est public, donc d'entreprises et aussi d'algorithmes qui sont publics. Donc là, dans les lignes, on peut voir des noms d'algorithmes, la plupart d'entreprises. Et puis, bon, voilà, c'est comme un challenge Kaggle, hein, il y a des dates de soumission. Et donc, on voit des catégories dans les colonnes qui dépendent du type de photo, de la qualité des photos, etc. Et puis, tout en haut, il y a le taux de faux positifs phare, donc de sécurité, qui est fixé. Et donc, à ce taux-là, on a le seuil associé et on calcule le taux de faux rejet associé. Et donc, on peut comparer de cette façon les algorithmes. Donc ça, c'est pour la partie juste classifier les performances, mais depuis peu, ils ont aussi sorti des choses pour tout ce qui est différentiel de performance sur certains sous-groupes de la population. Donc là, par exemple, je présente dans le tableau de gauche, donc c'est un algorithme qui a été envoyé au NIST, qui du coup, donc chacune, bon là je zoome pas, c'est pas forcément super intéressant, mais l'idée c'est que chacune des valeurs prises dans l'axe des X, c'est un pays d'origine. Et pareil pour l'axe des Y. L'idée, c'est qu'on va comparer une photo de France avec une photo du Liban, et ça va nous donner une case dans cette chose-là. Et donc là, c'est le taux de fausse acceptance pour cette paire bizarre. Et nous, notre précédente métrique qui est FARG, ça va être la diagonale, en fait. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, tout ce qui est bleu, ça correspond à des valeurs qui sont faibles en fausse acceptance, et tout ce qui est rouge, c'est des valeurs assez élevées. Donc, ce qu'on peut voir déjà de loin, sans regarder en détail, c'est déjà il y a des différentiels de performance au sens pays d'origine. Mais il y a aussi la même chose, si on regarde le même tableau, mais cette fois-ci pour les femmes, eh bien, on voit que c'est pas les mêmes choses et qu'en quasiment partout, les femmes ont des performances moins bonnes que les hommes en termes de fausse acceptance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme aura plus de facilité à usurper l'identité d'une autre femme que pour 2 hommes, quoi. Donc ça, c'est la version un peu haut niveau. Et puis là, maintenant, si au lieu de parler de pays d'origine, je regarde juste la couleur de peau. Donc là, on va parler que de la diagonale. Ça, c'est un des algorithmes qui a été présenté au NIST, qui est un peu connu. Donc là, on regarde que la diagonale. Et qu'est-ce que ça veut dire? FB, c'est femme noire, femme blanche, homme noir et homme blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fixe le seuil T tel que le taux de fausse acceptance vaut 10-3 pour les hommes blancs. Et à ce seuil-là, on regarde que vaut le FARG pour d'autres sous-groupes. Et on voit que du coup, en termes de fausse acceptance, les hommes noirs ont 3 fois plus d'erreurs que les hommes blancs, que les femmes blanches ont 2,4 fois plus d'erreurs que les hommes blancs, et les femmes noires ont 10 fois plus d'erreurs que les hommes blancs. Donc là, on a une illustration des biais qui est quantitative. Et donc, c'est un problème et on voudrait les minimiser parce qu'il y a plein de... Enfin, ça donne une discrimination à l'échelle industrielle qui est notable. 10 fois plus d'erreurs, c'est quand même assez notable. Et ça, c'est que dans ces sous-groupes-là. Mais après, si on zoome et qu'on rajoute d'autres sous-groupes avec les vieux et qu'on fait des intersections avec beaucoup plus de sous-groupes, on aura des facteurs encore plus importants. Donc, on peut voir qu'il y a des différentiels parmi toutes ces quantités FARG et FRRG. Et donc, on aimerait trouver une métrique ou plusieurs métriques qui agrègent l'information et qui disent à quel point, sur l'ensemble des valeurs FARG avec G qui prend tous les sous-groupes, quelle est la métrique d'équité, pareil pour les faux rejets. Et donc, dans la littérature un peu avant 2019, les gens faisaient souvent le max des fausses acceptances parmi les sous-groupes moins le minimum. Donc, c'était en valeur absolue et c'était pas forcément très indicatif parce que on avait du mal à savoir ce que ça voulait. Donc, nous, ce qu'on a proposé, qui était repris un peu après par le NIST,
c'était des ratios, tout simplement. En fait, c'est pas une idée de génie du tout, mais l'idée, c'est de faire le max. Donc, il y a une métrique pour les fausses acceptances et une métrique pour les faux rejets. Et donc, on regarde le max de ces erreurs-là divisé par le min. Et donc, si un des sous-groupes, par exemple les femmes noires, fait 10 fois plus d'erreurs que l'autre, ben, le ratio vaudra 10 et on pourra dire, ce sera très interprétable, on pourra dire du coup, il y a 10 fois plus d'erreurs dans le pire sous-groupe que par rapport au meilleur. Donc, ça, c'est la première étape de la métrique qu'on propose. Et la deuxième étape, c'est maintenant comment choisir ce seuil T-là associé. Et donc, ce qui se faisait auparavant, c'est de faire un peu comme les métriques usuelles sans fairness, donc la ROC classique, c'est de fixer le phare qui vaut alpha, mais du coup, on le faisait comme pour la ROC d'avant, on prenait le jeu d'évaluation total et on trouvait sur l'ensemble de ce jeu d'évaluation-là, on calculait le phare total et on trouvait le T associé à ce alpha. Le problème, c'est que c'est vachement dépendant de la proportion homme-femme ou des sous-groupes qui existent dans le jeu d'évaluation. Parce que par exemple, si j'ai un dataset d'évaluation qui est composé à 99% d'hommes, eh bien, ce phare total de T qui vaut alpha, le T, il sera quasiment égal au phare homme de T égale alpha. Et donc, si maintenant je change le dataset d'évaluation, j'aurai des métriques qui seront complètement différentes parce que le T va changer à chaque fois. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de fixer le seuil T tel que, en fait, le pire sous-groupe atteint un niveau de fausse acceptance qui vaut alpha. Et ça veut dire même quoi? D'un point de vue sécuritaire, ça veut dire que tous les sous-groupes ont un taux de fausse acceptance qui est inférieur ou égal à alpha. Donc, ça a un côté plus aussi interprétable et usuel. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on a un seuil fixe qui devrait ne pas trop dépendre du jeu d'évaluation. Alors que dans le cas où je fais phare total de T égale alpha, bah, ça variera quoi, entre les choses. Là, j'ai un seuil qui est fixe. En pratique, ça change pas énormément de choses, mais ça permet au moins d'avoir la. Les datasets sont jamais biaisés à ce point-là, 99%, mais ça permet d'avoir un truc plus robuste, on va dire. Donc ça, c'est les deux métriques qu'on propose, et du coup, il y en a deux. Il y en a une en fausse acceptance et une en faux rejet. Donc, on les a appelés BFAR et BFRR pour biais en fausse acceptance et biais en faux rejet. Donc, l'idée, c'est de minimiser les deux, évidemment, en plus de minimiser la métrique canonique de reconnaissance faciale, qui est du coup la courbe ROC. Donc, c'est d'avoir peu de biais et en même temps de bonnes performances. Donc maintenant, je vais vous présenter comment réduire un petit peu les biais en reconnaissance faciale. Et puis d'abord, je vais vous présenter un petit survey de ce qui existait. Donc il y a trois parties. Il y a une partie où on essaye d'intervenir pour réduire les biais avant l'entraînement d'un réseau. Et une partie où c'est pendant l'entraînement. Et puis une partie, c'est pour débiaiser un modèle préentraîné. Dans la première partie, c'est souvent, comme en machine learning en général, pour la fairness, c'est souvent des histoires de repondération des classes minoritaires ou de l'augmentation de données. Ça marche pas très bien en reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que à l'étape de test, les images qu'on aura seront différentes des identités sur lesquelles on a appris pendant l'entraînement. Et du coup, ça veut dire que l'augmentation ou la repondération qu'on aura faite, elle permettra de bien reconnaître des classes qui étaient présentes potentiellement dans le jeu d'entraînement, des identités femmes qui sont présentes dans le jeu d'entraînement, mais pas de nouvelles forces, enfin, ce ne sera pas automatique, de nouvelles identités femmes futures, quoi, qui interviendront. Et donc, voilà, moi j'ai quand même cité deux papiers parce que il n'y a pas vraiment de méthode qui a été proposée dans ce domaine-là, mais l'idée de ces deux papiers-là, c'est de montrer qu'en fait, même en prenant des jeux d'entraînement qui sont équitables entre hommes et femmes, que ce soit en termes d'image et d'identité, qu'on prend des jeux d'entraînement où c'est par exemple 50% femmes, 50% hommes, on aura toujours des biais, on n'aura quasiment pas diminué les biais. Et donc, c'est quand même un paradoxe important par rapport à tout ce qui se fait. L'intuition qu'on a de la fairness en général, c'est que le jeu d'entraînement, oui, joue un petit peu, mais pas énormément. Et même dans le deuxième papier, on peut montrer que pour tout ce qui est homme-femme, il faut atteindre des proportions hommes-femmes du type 70% femmes, 30% hommes, pour avoir des performances notables équivalentes entre hommes et femmes dans le jeu d'entraînement.
Donc après, il y a des hypothèses que les gens ont avancées que je vais détailler après. Mais le problème de ça, même en prenant 70% de femmes et 30% d'hommes, c'est que du coup, on a vachement réduit la proportion du jeu d'entraînement pour les hommes. Et donc, on perd énormément en performance. Et donc, même si on obtient la fairness à peu près, on a perdu énormément en performance. Et du coup, les gens se sont posés la question, pourquoi du coup, on n'a pas une fairness à peu près bonne quoi, quand on a du 50%, 50%. Et donc, c'est qu'en fait, les gens ont avancé, mais c'est pas prouvable vraiment dans les papiers, mais ils ont avancé que du coup, la reconnaissance de femmes ou par exemple de personnes de couleur noire, etc., est plus dure intrinsèquement que la reconnaissance d'hommes. Et donc, ce que les gens ont avancé, c'est que comme les datasets d'entraînement sont constitués quasiment que de stars, de célébrités en général, parce qu'il faut avoir beaucoup de données, et le consentement des personnes associées, eh bien, dans ces photos de stars, la plupart des stars femmes en moyenne ont les cheveux longs, par exemple, alors que les hommes non. Et souvent, ça occulte une partie du visage, donc ça enlève de l'information. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les hommes célébrités sur l'ensemble des datasets ont quasiment tout le temps la même tête, pas d'accessoires, la même taille de couleur de cheveux, la même taille de cheveux, etc. Et c'est pas le cas quand on regarde en détail les photos de femmes présentes dans ces datasets-là. Donc voilà, c'est des hypothèses, mais il n'y a rien de prouvé, c'est juste chose avancée. Mais l'idée, c'est que. Les hommes, ils sont sur la barbe, sur la moustache. Ouais, mais la barbe est souvent. La moustache, généralement, c'est un peu plus uniforme. Ouais, c'est plus uniforme. Tout ce qui est barbe. Oui, c'est la moustache, c'est cache quand même. Ouais, mais c'est. La moustache un peu. Mais il y a peu, je pense, de gens à moustache vraiment imposante dans les datasets. Mais la barbe, c'est vraiment le bord. Donc, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est les joues, le nez, les yeux, le front. C'est ça qui aide surtout à la reconnaissance. Donc, ça, c'est la partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avant l'entraînement? Et du coup, ça illustre qu'on ne peut pas trop faire grand-chose. Donc, la partie maintenant entraînement, c'est souvent des méthodes adversariales. Donc, il y a surtout un papier qui s'appelle PASS qui présente. Et là, l'idée qu'ils ont eue, c'était donc le CNN, il a des images en entrée, il produit un vecteur sur l'hypersphère à la sortie, qui est entraîné, ce CNN-là, par classification d'identité, comme on a vu avant. Et eux, ce qu'ils rajoutent en même temps une deuxième partie dans la loss, c'est d'enlever l'information du genre dans le vecteur latent. Et donc, pour ça, c'est une méthode un peu adversariale où on essaye de ne pas arriver à prédire le genre à partir du vecteur. Et donc, l'idée, en fait, l'intuition derrière, c'est de se dire, j'aimerais pouvoir classifier des identités sans prendre en compte l'information de genre. Voilà. Donc ça, c'est l'idée qu'ils ont eue. Malheureusement, dans leur papier, ils perdent pas mal en performance. La fairness est assez bonne, mais la performance décroît beaucoup parce qu'en fait, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que l'information de genre est super utile en fait à la classification d'identité. Donc voilà, la plupart de ces méthodes-là, comme c'est souvent des méthodes adversariales, elles sont instables et elles prennent du temps, beaucoup de temps en calcul, quoi. C'est assez sensible aux hyperparamètres. Voilà pour la partie entraînement. Et puis ensuite, la partie maintenant post-training. Donc là, il faut imaginer qu'on a un modèle qui est figé, auquel on ne va pas toucher. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que donc, chaque image va avoir un vecteur latent. On prend deux images, on a deux vecteurs latents, on compute les scores et on va juste modifier les scores en fonction de l'information de genre ou d'ethnie ou ce qu'on veut. Ça marche plutôt bien, on va dire, mais malheureusement, ça change pas trop, ça résout pas le problème à la racine, qui est vraiment le problème de représentativité sur l'hypersphère. Donc voilà en gros ce qui existe. Nous, ce qu'on a proposé, donc c'est un papier qui a été accepté à ICML cette année, avec du coup Nathan Noiry et Stéphane Clémenceau de Télécom, et Vincent Despiégel et Stéphane Gentric d'Idemia. Et donc l'idée, c'est de faire un mix entre le post-processing et l'entraînement, c'est de rajouter après un modèle pré-entraîné, qu'on ne touche pas, un mini réseau de neurones tout petit à la suite, qui va changer l'espace latent en un nouvel espace latent qui soit plus équitable. Donc là, on l'a appliqué seulement au biais de genre, mais c'est un truc qui peut s'appliquer à d'autres types. Donc l'intuition qu'on a, elle est basée sur un fait qui est que pour les deux métriques fausse acceptance et faux rejet,
les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, c'est-à-dire que le niveau de fausse acceptance des femmes est plus grand que celui des hommes, et puis pareil pour les faux rejets. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai illustré un peu le procédé, où là, on imagine que chaque disque et chaque point, c'est un cluster sur l'hypersphère, qui correspond à une identité. Donc, l'idée, c'est que comme les femmes sont désavantagées en termes de faux positifs, ça veut dire que deux identités femmes vont être, qui sont proches, vont avoir plus de chances d'avoir un gros overlap, et du coup faire en sorte que deux points dans l'espace latent soient assez proches, mais pas de la même identité. Ça, c'est l'idée générale. Donc, à droite, là, c'est deux identités femmes, et on peut voir qu'il y a un overlap assez conséquent. Et à gauche, je montre la même chose, j'illustre la même chose pour deux identités hommes, où il y a un peu moins d'overlap. Donc ça, c'est en termes de fausse acceptance. Et puis ensuite, il y a aussi la partie faux rejet, où cette fois-ci, deux photos de la même identité hommes auront moins de chances, enfin en gros seront plus proches que deux photos femmes de la même identité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le cluster homme est plus resserré que le cluster femme en moyenne. Donc voilà la représentation qu'on peut donner qui illustre un petit peu ce qui se passe sur l'hypersphère. Donc c'est qu'on a des clusters qui sont plus petits pour les hommes avec moins d'overlap comparé aux femmes. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, on va essayer de changer l'étendue de chaque cluster homme ou chaque cluster femme pour faire en sorte que les clusters aient à peu près la même étendue. Mais ça ne résout pas le problème d'overlap et on espère que ça restera à peu près la même chose, mais c'est au moins pour avoir ici des cercles de même taille. Et donc, pour faire ça, pour choisir à notre guise un petit peu la taille de ces cercles, on va imposer un modèle statistique sur l'hypersphère. Et donc, pour ça, là, je présente juste un préliminaire sur la distribution de von Mises-Fisher, et donc VMF. Et donc, l'idée, c'est que c'est une distribution de proba en dimension D, donc en dimension arbitraire, mais sur l'hypersphère. Donc, c'est pratique pour notre cas. Donc, elle est paramétrisée par le Z, c'est le vecteur dont on cherche à savoir sa probabilité. Le mu, c'est le centre de ce cluster. Le kappa, ça va justement déterminer ce qu'on veut, c'est l'étendue du cluster. Et puis le CT de kappa, c'est juste une renormalisation, un facteur de renormalisation. Et donc là, par exemple, voilà, je présente en dimension 3 à quoi ça ressemble. Et donc l'idée, c'est que ça marche bien si on veut fitter sur l'hypersphère à quoi ressemble le cluster d'une identité, une seule. Et on aimerait du coup faire la même chose pour toutes les identités du dataset, pour avoir des clusters autant qu'il y a d'identités dans le dataset d'entraînement. Et donc pour ça, on fait un modèle de mélange où voilà, il y a le modèle un peu explicité là, mais l'idée, je reviens juste avant sur un truc, c'est qu'en fait, cette distribution de von Mises-Fisher, elle n'est pas sortie du chapeau, c'est que si on fait le calcul, c'est une gaussienne qui s'aplatit sur l'hypersphère. Donc c'est vraiment une gaussienne renormalisée, quoi. Donc ça a des propriétés très sympas, les mêmes qu'une gaussienne en général, et donc quasiment au fait, hormis le fait que ce soit renormalisé, donc c'est quand même isotrope et puis plein de choses comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on fait la même chose pour toutes les identités. Donc si on a K identités, on a K distribution de von Mises-Fisher, qui sont paramétrisées chacune par un centroïde mu-K et un paramètre kappa qui va gérer l'étendue. Et voilà. Et bon, ce kappa, c'est, pour faire l'analogie avec la gaussienne, c'est l'inverse de la variance. Ce qu'on peut voir ici, c'est que plus le kappa est grand et plus la variance est resserrée. Et petite, quoi. Et donc ça, c'est le modèle statistique qu'on impose à l'hypersphère. Et maintenant, pour vraiment avoir la distinction entre variance des clusters femmes et variance des clusters hommes, on va imposer non pas d'avoir une variance par identité K, mais une variance par genre. Donc, toutes les identités femmes auront une certaine variance et toutes les identités hommes auront une autre variance. Donc, kappa F pour les femmes et kappa M pour les hommes. Donc ça, c'est le modèle statistique qu'on veut mettre en place, qu'on veut fitter. Voilà, il est présenté. Je vais montrer après comment on le fitte en général, mais on peut voir qu'il est très, on va dire, judicieux ou proche de ce que c'est que la reconnaissance faciale, puisqu'on avait vraiment l'idée des clusters qui étaient
paramétrer quasiment de la même façon. Donc, c'est plutôt utile. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup en moyenne? C'est que du coup, si on écrit la log vraisemblance de ce modèle statistique sur l'hypersphère, on obtient cette loss-là qu'on a appelé Fair-Von-Fischer loss, et donc qui correspond au fait que j'ai des points sur l'hypersphère qui sont les points ZI, qui sont associés à l'image I. De la même façon qu'avant, je cherche par minimisation de la loss quels sont les meilleurs centroïdes. Enfin, je cherche à les trouver par descente de gradient. Donc, pour chacune des identités, et puis pour chacune de la vraie identité. Et puis, j'ai un paramètre kappa qui va gérer la variance, du coup. Et cette fois-ci, ces kappas-là, on les choisira tels que il y en ait un pour les femmes et un autre pour les hommes. Donc, voilà. Ça, c'est l'idée générale. Donc, avec cette loss-là, de la même façon qu'en reconnaissance faciale en général, on apprend tout ce qui permet de produire ZI, tous les paramètres qui permettent de produire ZI, et tous les mu. Et quand je dis apprendre les paramètres qui fournissent ZI, c'est parce que, en fait, voilà notre workflow. Donc, en bleu, on a un modèle pré-entraîné, un CNN auquel on ne va pas toucher. C'est un modèle qu'on veut débiaiser. Il a été entraîné sur un certain jeu d'entraînement, ici, training set. Pour chacune des images du training set, on va calculer le vecteur latent. Et là, on va transformer ce vecteur latent en utilisant un MLP à une couche cachée, donc c'est vraiment basique, pour produire du coup un nouveau vecteur latent, ce ZI. Et ce ZI va être entraîné, enfin tous les poids de ce MLP va être entraîné avec la loss d'avant. Et donc tous les poids du MLP qui vont produire ZI vont être entraînés grâce à cette loss-là, par backpropagation du ZI. Et les mu vont être aussi appris en même temps. Donc voilà, et les kappas, du coup, sont pris en tant qu'hyperparamètres, et il y en a un pour les femmes et un pour les hommes, et du coup, c'est la variance qu'on impose aux femmes et aux hommes. Donc voilà l'idée générale, et on a appelé le mélange petit MLP plus la loss qui sert à redéfinir quelle place doivent prendre les femmes et quelle place doivent prendre les hommes dans l'hypersphère, le module éthique. Donc il sert à débiaiser des modèles, et on a appliqué la méthode non pas à un seul modèle préentraîné, mais à une flopée de modèles préentraînés, et donc c'est un truc qui est robuste au dataset d'entraînement et aux modèles préentraînés utilisés. Maintenant, tout s'agit de savoir comment on trouve les meilleurs hyperparamètres kappa femme et kappa homme, et donc ils vont être trouvés par validation sur un jeu de validation. Donc là, je présente, bon, c'est un peu rapide, mais je vais présenter en gros, mais l'idée, c'est qu'on a 3 colonnes ici. On a une colonne pour la métrique qu'on a introduite avant sur les biais en fausse acceptance, une autre colonne sur l'autre métrique, les biais en faux rejet, et puis la troisième colonne, c'est la métrique canonique de performance en reconnaissance faciale. Et donc, on a 2 kappas, on a un kappa pour les femmes et un autre pour les hommes, et l'idée, c'est qu'on on a plusieurs courbes qui correspondent à un des kappas. Par exemple, ici, c'est femmes en question, homme, pardon, et puis on fait varier kappa homme en abscisse. Et puis on change les deux entre haut et bas, on change quel est celui qui est en abscisse et celui qui est juste associé à plusieurs courbes sur le graphe. Donc l'idée, c'est qu'on peut calculer des choses comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au moins nos métriques sont corrélées avec les kappas, parce qu'on a des comportements qui sont assez clairs. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est que pour trouver les bonnes paires kappa homme, kappa femme, eh bien, on a sélectionné des points, donc des couples d'hyperparamètres en fonction de ces résultats de validation. Et donc, on en a un qu'on a appelé EMFAR, qui est présent ici à la 3e ligne du tableau, qui sert en fait à minimiser la première colonne, parce qu'on voit bien que c'est assez faible, qui est du coup le biais en fausse acceptance, donc ici la 3e colonne. Et en même temps, ne pas trop perdre en performance, qui est la 3e colonne. Donc le EM-phare, c'est à la fois, je minimise les biais en phare, mais je garde des performances notables. Par contre, je me fiche un peu des biais en faux rejet. Ça, c'est ce qu'on a appelé EM-phare. Puis après, on a la même chose qui est symétrique quasiment en faux rejet, où on choisit un couple d'hyperparamètres qui minimise les biais en faux rejet, et qui a des performances qui restent à peu près bonnes au total. Par contre, en fausse acceptance, on s'en fiche un petit peu. Et puis après, le MC, c'est un peu le compromis.
C'est l'idée, on essaye d'avoir les 2 métriques de biais minimisées à peu près, et on se fiche un petit peu de la performance. C'est vraiment à chaque fois, chacune des 3 méthodes optimise 2 métriques sur 3. Donc, je vais présenter un seul des tableaux qu'on a mis dans le papier, mais l'idée, c'est que voilà, je présente une liste de perfs, et la première ligne ArcFace, c'est un des modèles préentraînés qu'on a considéré. Ça, du coup, c'est la métrique canonique de performance, pure et dure. Plus elle est faible, mieux c'est. Ça, les 2 colonnes d'après, c'est les métriques de biais. Plus elles sont proches de 1, et mieux c'est. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle visuel de base, ArcFace, a de super bonnes perfs classiques, mais est assez biaisé en général en termes des 2 métriques. Et pour calculer ces métriques-là, il a fallu choisir un seuil pour les 3 métriques, et c'est le phare level ici. C'est qu'on a choisi le phare qui vaut 10-4 et ici 10-3, qui est assez usuel pour ce dataset d'évaluation, qui permet du coup de calculer les 3 métriques plusieurs fois. Donc, voilà pour la première ligne. La deuxième ligne, c'était l'état de l'art, le pass dont j'avais parlé un petit peu avant, celui qui a enlevé l'information de genre dans les vecteurs. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il obtient des performances plutôt raisonnables en termes de biais, mais c'est pas non plus super convaincant. Par contre, ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'il dégrade énormément les performances. On passe de 0,078 à 0,315. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas en pratique utilisables dans l'industrie. Et donc, les 3 méthodes qu'on présente après, donc il y en a une qui sert à être bonne en fausse acceptance, la dernière colonne, et ne pas être trop mauvaise sur la première. Et donc, c'est plutôt ce qu'on observe, qui est plutôt bien. Par exemple, ici, on a quasiment les mêmes perfs entre hommes et femmes en termes de fausse acceptance, puisqu'on est à 1,19 au lieu de 1. La deuxième, en faux rejet, on voit par contre qu'évidemment, elle optimise 2 métriques sur 3, mais la troisième, en faux rejet, ça explose. Là, ça vaut 11 et là, ça vaut 9. Donc, c'est vraiment dans le cas d'usage où on cherche à avoir une fairness pure et dure sur la métrique fausse acceptance et pas forcément sur l'autre, ce qui peut arriver. Et donc, l'autre cas d'usage, c'est pareil, je me fiche d'une métrique, je suis intéressé que par l'autre. Et on voit qu'on obtient des perfs assez bonnes sur les faux rejets avec des perfs en général, FR et phare qui sont plutôt bonnes. Et puis enfin, le compromis qu'on a où on dégrade pas mal en perf, mais ce qui reste quand même mieux que le pass. Et on obtient ici, par exemple, des perfs qui réduisent à la fois les 2 métriques de biais par rapport au modèle initial. C'est pas non plus ultra fort, mais c'est bon. Ça marche un peu moins bien sur la partie 10-3. Et donc voilà, c'est les 3 méthodes qu'on propose. C'est plutôt les 2 phares et FR qui sont intéressantes si on se fiche de l'autre. Et puis le compromis, elle peut être intéressant plusieurs fois. Ces tableaux-là sont présents sur plein de modèles différents. Donc la loss qui est utilisée pour les modèles pré-entraînés change, et l'architecture des CNN aussi. Donc c'est un truc qui est robuste. Et les choix des hyperparamètres ont été faits une seule fois et après appliqués sur d'autres méthodes. Donc voilà, les avantages de la méthode, c'est que du coup, ça peut être appliqué à plein de modèles pré-entraînés. Donc on n'a pas besoin de réentraîner tous ces modèles-là. On réentraîne un MLP à une couche cachée. Donc comme c'est tout petit comme taille de réseau, l'entraînement, il est super rapide. Même si on a une base d'entraînement qui est monstrueuse, alors que si on entraînait un réseau end-to-end pour être équitable, ça pourrait prendre, comme à l'heure actuelle, des semaines quoi, avec beaucoup de calculs. Donc voilà, l'idée c'est que donc ça peut être appliqué à tout modèle, mais qu'en prenant des modèles type état de l'art, eh bien on chope leur performance parce qu'on prend leur output et on essaie juste de gérer leur biais, mais on garde quand même une partie de leur performance. Pardon. Et enfin, on a un côté qui est interprétable parce qu'on essaye vraiment de poser un modèle statistique dessus et de maximiser une vraisemblance. Puis finalement, un point intéressant, c'est que l'attribut de genre, il est utilisé seulement pendant l'entraînement du module éthique, mais pas après. Et donc, ce qu'on peut voir ici, par exemple, si je reviens là, c'est que comme la loss qui est présente ici demande à avoir l'information de genre, parce que pour savoir quel kappa, quelle variance, il faut savoir à quel genre correspond à quelle identité. Donc, on a besoin de l'information de genre sur le jeu d'entraînement pour trouver quel est le bon kappa à mettre dedans. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est que le genre du jeu d'entraînement est demandé par la loss pour entraîner tout ça. Mais une fois que c'est entraîné, ce qu'on aura plus tard, c'est qu'on aura 2 images en entrée qui rentreront dans le CNN, puis dans le petit MLP. On obtiendra 2 vecteurs latents.
et on n'aura pas eu besoin de demander leur genre, puisqu'on aura déjà débiaisé l'espace de représentation, et on n'aura du coup plus qu'à calculer la similarité entre les deux images, et donc ce ne sera pas utile, on n'aura pas besoin de l'attribut de genre lors du déploiement, ce qui est important pour des raisons légales. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je trouvais ça assez clair pour un non-expert du sujet. Yes. Donc, merci pour ça. Est-ce que vous avez des questions ici ou à distance? J'ai une question. Ouais. Oui, noir-blanc, jaune, vieux, fallop, c'est assez arbitraire. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils de clustering pour essayer de trouver d'autres critères qui ne sont pas verbalisés? J'ai deux groupes, j'ai un clustering pour trouver des groupes, et je vais travailler sur ces groupes-là, sans savoir ce que c'est, pour voir s'il n'y a pas des problèmes de biais. Ça a été fait dans ce papier là, le dernier. Donc l'idée, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que donc on a une hypersphère, et donc en fait, ce qu'ils ont fait pour trouver les groupes intéressants, c'est qu'ils ont fait, si je me souviens bien, ils ont fait un K-means sur l'hypersphère. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un K-means pour trouver donc des clusters, quels sont les sous-groupes intéressants. Alors, il y a deux choses, c'est qu'en fait, ils font ça surtout pour des problèmes type, je n'ai pas envie de faire quelque chose pour les hommes et pour les femmes, et je vais faire un K-means pour que ça cache un petit peu les choses. Mais ce qu'on peut voir, c'est que leurs clusters, en fait, ils sont quand même vachement... c'est vraiment asiatique. Enfin, voilà. Donc, on récupère exactement les clusters usuels, même encore plus précis. On peut avoir homme blanc à moustache, homme blanc aux cheveux longs. Voilà. Le problème, c'est qu'après, ça rajoute énormément de sous-groupes et surtout, on ne peut pas forcément contrôler. Après, si on veut vendre l'algorithme plus tard, eh bien, c'est pas facile de savoir, de dire d'un point de vue législatif, est-ce que j'ai utilisé cette information ou pas, on ne sait pas trop. Et puis après, aussi, il peut y avoir des erreurs où on ne sait pas exactement si ça va être uniquement des blancs ou s'il y aura par exemple autre chose qui va intervenir dans ce cluster-là. On n'a plus de contrôle après. C'est peut-être un peu mieux. C'est mieux, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est mieux, mais après, on peut pas trop. Ouais. Non. Pour l'entraînement, c'est vrai que ça marche bien. Donc voilà, c'est juste après, on contrôle pas trop ce qui est fait, mais ça a été fait. Ce qui est le standard à l'heure actuelle, c'est de faire 100 clusters. Donc avec 100 clusters, on peut avoir pas mal de choses. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est vachement aussi limité aux erreurs du clustering. Et que ça se trouve, il y a une partie qu'on n'aurait pas aimé dégrader ou améliorer et qui va se retrouver dans ce clustering parce que le K-means a eu tel résultat, quoi. Et donc, ça va potentiellement dégrader certaines catégories, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à distance? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que c'est clair? Pas de questions pour moi, c'était assez clair, ouais, très intéressant. D'accord. Céline, Pierre ou Anna? Je tiens à remercier du coup de cette présentation intéressante, Jean-Rémy. Et ouais, c'était bien clair. Du coup, je vais regarder le papier avec les détails. Yes. Merci. J'ai trouvé ça super intéressant également. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas de questions? C'était tellement clair. Pierre? Oui, merci, effectivement. Je trouve que c'est quand même assez dense. Hein. Ouais. Je suis en train de digérer, moi. Je suis en train de prendre des notes et remettre tout un peu ensemble à la sauce. Après, je partagerai sûrement la présentation. Ouais, je vais aller ça. On partagera les slides sur le site. Ouais, après, j'ai essayé quand même de faire une partie
introduction quoi, générale sur tout ce qu'il y avait avant, mais c'est vrai que c'est un domaine qui est assez spécifique. Voilà. Bah, après, la vérification, je sais plus qui parlait du speech, mais ça va être, c'est un peu les mêmes méthodes, hein, je crois. C'est Chloé qui parlait des speech. Ouais, c'est ça. Ouais. Dernière question, Ouais. enfin, de ma part. Ça marche. Enfin, je veux dire, si on présente une photo à la place de. Enfin, cette histoire-là, j'ai mon smartphone et Ouais. du coup, je me regarder, je mets une photo de moi. Comment ces algos marchent? De toute façon, on a un problème de déplacement. Alors, c'est-à-dire, je prends une photo type photo d'identité et j'essaye. Dans la même boucle pour faire passer pour. Alors, l'idée, c'est que déjà, il faut assez zoomer parce que si jamais on a les bords hein, de la photo qui sont visibles, ça va pas très bien marcher. Surtout la partie détection de visage, elle va être altérée du fait qu'il y a des bords qui sont pas normaux dans des photos normales, quoi. Et si jamais on zoome suffisamment sur une photo grande prise, bah, c'est pas la même qualité. Il y a déjà des reflets qui feront avec la lumière, qu'on n'aura pas la même chose. Ça peut marcher, mais généralement les systèmes de reconnaissance faciale sont assez robustes à ce type d'attaque. On appelle ça des attaques. Ils sont assez robustes à ça. C'est pas le genre d'attaque sur lesquelles les gens se posent des questions, quoi. Et puis ouais. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, si personne n'a pas de questions, bah, merci beaucoup, Jean-Rémy. Avec plaisir. Je vais me mettre là, comme ça vous voyez à distance. Et puis, bah, à bientôt.